Pourquoi l'OTAN s'est-elle précipitée pour réécrire tous ces scénarios? Une phrase lancée par le ministre russe des Affaires étrangères a frappé comme la foudre dans les états-majors occidentaux. Sergueï Lavrov accuse officiellement Volodymyr Zelensky de néonazisme. Ce n'est pas une provocation isolée. C'est un tournant stratégique qui fait vaciller Bruxelles et Washington. En quelques mots, Moscou a tracé une nouvelle ligne rouge. Désormais, la Russie ne se limite plus à critiquer l'Ukraine. Elle inscrit le régime de Kiev dans la catégorie des ennemis irréconciliables. Toute négociation ou compromis devient presque impensable, car dialoguer avec un régime néo-nazi n'est plus envisageable. Cette rhétorique inédite bouleverse les doctrines occidentales. Les stratèges militaires et diplomates doivent revoir d'urgence la gestion du conflit, l'aide militaire, la communication. Une telle escalade verbale n'est jamais anodine. Elle annonce souvent un changement profond de posture militaire et de seuil de riposte. Le plus inquiétant, c'est que ce discours remet en cause un tabou fondamental, la protection des infrastructures nucléaires. Jusqu'à présent, Moscou et l'Occident s'accordaient tacitement à ne pas franchir certaines limites, surtout autour du nucléaire civil ou militaire. Aujourd'hui, ce tabou vole en éclats. Ignorer ce tournant, c'est sous-estimer le risque d'une catastrophe nucléaire ou d'une escalade militaire massive. Ce qui semblait hier impossible devient soudain plausible. Pour chaque citoyen européen, russe ou américain, l'ombre d'un nouveau bras de fer nucléaire n'a jamais paru aussi proche. Mais derrière ce coup de théâtre diplomatique, quel calcul et quelle peur motivent de Moscou? Pour comprendre, il faut examiner les signaux envoyés par le Kremlin et décoder ses véritables intentions. L'Occident croyait avoir isolé Lavrov. Mais la réalité était-elle si simple? Depuis des semaines, une campagne médiatique intense balaie l'Europe et l'Amérique, affirmant que Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, serait marginalisé par le Kremlin. Selon ces récits, il n'aurait plus d'influence, son ministère réduit au silence, simple figurant d'un pouvoir qu'il ignore. Ce récit n'est pas innocent. Il façonne l'opinion publique, suggérant une Russie affaiblie, désunie, et prépare le terrain à de nouvelles tensions sans grande peur de représailles. Les commentateurs insistent, la diplomatie russe serait en crise, le vrai pouvoir concentré entre d'autres mains, Lavrov relégué loin des décisions. Pourtant, tout a basculé avec une interview soigneusement orchestrée par Moscou. Lavrov y a rappelé un fait gênant. Les fameux accords d'Anchorage, négociés en Alaska entre Russes et Américains, n'ont jamais reçu de validation officielle de Washington. Les engagements pris lors de ces discussions sont restés lettre morte, et Moscou attend toujours une position claire des États-Unis sur la survie de cet esprit d'anchorage. Sous-estimer cette guerre de l'information serait une erreur. Derrière la bataille d'images, ce sont des signaux d'escalade bien plus graves qui se dessinent. Ignorer ces indices pourrait coûter cher, tant pour la sécurité que pour l'ordre mondial. Ce qui ressemblait à une querelle d'apparence a pris un tour radical avec l'intervention directe de Lavrov. C'est à partir de ce moment que la posture russe a basculé. Moscou a choisi d'adopter une rhétorique beaucoup plus offensive envers Kiev et ses alliés. Un seuil vient d'être franchi. En quelques mots, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, pose une bombe dans le débat international. Poutine considère Zelensky comme un nazi. Jusqu'alors, ce vocabulaire restait l'apanage des marges extrêmes, relégué à la propagande et jamais assumé ouvertement par le sommet de l'État. Désormais, la charge est officielle. En public, devant caméras et micros, la Russie ferme brutalement la porte à toute négociation classique. Si l'ennemi est désigné comme incarnation du mal absolu, il ne reste plus d'espace pour le compromis. On ne dialogue pas avec un nazi, on l'élimine. Pour Moscou, toute discussion politique avec Kiev devient non seulement inutile, mais moralement interdite. Ce virage s'accompagne d'une mobilisation interne sans précédent. La notion de libération de Malorossia, hier réservée à quelques idéologues, s'impose dans la bouche de responsables comme Vyacheslav Volodine ou Maria Zakharova. L'unité affichée autour d'une dénazification totale prépare la population à accepter une guerre plus dure, justifiée au nom d'une mission sacrée. L'impact est immédiat. L'opinion russe se prépare à la radicalisation des moyens, y compris contre les infrastructures vitales de l'Ukraine. Le mythe du compromis s'efface, remplacé par la perspective d'une victoire totale. Pour l'Occident, le signal est sans appel. La stabilité, la sécurité collective et les repères économiques sont désormais menacés par cette nouvelle posture russe. Le plus inquiétant, c'est que ce durcissement rhétorique ouvre la voie à toutes les options, même les plus extrêmes. Ce n'est pas simplement une question de mots, c'est un cap stratégique où la Russie ne joue plus seulement l'avenir de l'Ukraine, mais celui de tout l'ordre international.
Le point de non-retour semble franchi. L'escalade ne s'arrête pas là. À mesure que la rhétorique se durcit, les actes suivent et la marge d'erreur se réduit dangereusement. Peut-on encore parler de tabou lorsque la sécurité nucléaire devient une monnaie d'échange au cœur du conflit ukrainien ? En quelques mois, l'impensable s'est imposé. La centrale de Zaporijjia, plus grande d'Europe, est devenue l'enjeu d'un bras de fer où le risque d'accident majeur n'est plus de la science-fiction, mais une menace brandie sans détour. Désormais, Kiev instrumentalise la peur nucléaire. Chaque alerte sur Zaporijjia se transforme en levier de négociation. L'idée que certaines cibles soient intouchables vole en éclats, la doctrine du non-franchissement des lignes rouges vacille. Tout cela sous les yeux d'une Europe impuissante, voire résignée. L'Occident, entre silence gêné et incapacité à agir, observe ce chantage à distance. Les appels à la prudence s'accumulent, mais aucune réponse ne rassure vraiment les populations exposées. Banaliser la menace nucléaire transforme la peur en routine et rend chaque scénario catastrophe plus crédible. Ce déplacement des lignes ouvre une boîte de Pandore. Accepter que l'arme nucléaire ou toute technologie de destruction massive serve d'outil politique, c'est exposer l'Ukraine mais aussi toute l'Europe à un désastre potentiel. Ignorer ce basculement, c'est risquer de se retrouver sans aucune parade face à l'escalade des menaces. Il ne s'agit plus de calculs abstraits, mais de votre sécurité, du quotidien de vos familles, de l'avenir de tout un continent. La fin de l'intouchabilité de certains sites ne concerne plus seulement les stratèges, elle menace chaque citoyen, chaque entreprise dépendant de la stabilité énergétique ou de la paix régionale. Dans ce contexte, la question des vraies lignes rouges n'est plus un débat d'experts, mais une question existentielle. Normaliser le risque nucléaire comme argument politique pourrait bien être la rupture la plus profonde du conflit, celle qui redéfinira l'équilibre des puissances pour des générations. Mais cette instrumentalisation de la peur ne se limite pas au nucléaire. Elle s'inscrit dans une nouvelle stratégie russe où chaque mot, chaque menace vise à redessiner les rapports de force en Europe. Quelle faute serait cette arme fatale à présent que les masques sont tombés ? Il n'est plus question d'illusion. La Russie, sans détour, qualifie le pouvoir de Kiev de néo-nazi et désigne ainsi son adversaire. Ce choix rhétorique ferme la porte à toute ambiguïté, brisant l'idée d'un possible retour au dialogue d'hier. À l'intérieur, ce discours tranchant accélère la mobilisation. La société russe est appelée à se rassembler contre un ennemi présenté comme total, et chaque voix discordante se retrouve marginalisée ou muselée. Cette dynamique solidifie le consensus, tout en étouffant le doute. Pour l'Occident, le temps des interprétations rassurantes s'achève. La responsabilité de l'escalade ne peut plus être noyée dans le flou. La ligne rouge est franchie. Ignorer le sens profond de ces mots, c'est risquer une erreur stratégique lourde. Désormais, il faut apprendre à repérer les signaux faibles et anticiper les ruptures. La moindre cécité expose à des chocs soudains, et chaque retard se paie en influence, en sécurité, en stabilité. Refuser d'admettre cette nouvelle donne, c'est choisir la passivité et subir. L'histoire s'accélère, chaque acteur doit maintenant trancher, sans faux semblant. Mais vers quel scénario cette rupture nous entraîne-t-elle ? Quelles réponses stratégiques sont encore possibles alors que le temps semble s'accélérer ? Sommes-nous prêts à accepter que la sécurité nucléaire ne soit plus qu'un instrument de pression politique ? Ce n'est plus un scénario lointain. La Russie, en durcissant sa rhétorique et en qualifiant désormais Kiev de néo-nazi, a déplacé la ligne rouge. La menace n'est plus voilée. Elle imprègne le quotidien du débat, bouleverse les certitudes et recompose les risques, autant pour l'Occident que pour la société russe. Fermer les yeux, c'est abandonner aux autres le droit de déterminer le niveau de danger qui pèsera sur nos vies, notre économie et notre avenir collectif. Laisser faire, c'est renoncer à la possibilité d'intervenir, d'influencer ce qui nous concerne tous. Face à cette rupture, il n'est plus temps de s'accrocher à de vieilles assurances. Nul ne pourra dire qu'il n'a pas perçu le glissement. Il ne suffit plus de comprendre, il faut s'informer, débattre et exiger que chacun rende des comptes. Refuser d'agir, c'est accepter que notre sécurité soit négociée sans nous. Aujourd'hui, la sécurité nucléaire est redevenue un enjeu vital à reconquérir collectivement.